quand on veut tuer son chien, même s'il est gentil, son chien, on dit qu'il a la rage. Avec la Sécu, c'est pareil, on dit qu'elle a un trou. Depuis 20 ans, en effet, on ne nous parle de la Sécu qu'en termes de coûts, de déficit, de déremboursement et de réduction des dépenses. Et pourtant, la Sécu permet à tous, en France, d'être soignés et d'avoir une retraite, et c'est loin d'être le cas partout. 75% des habitants de la planète n'ont pas cette chance. En cas de maladie ou d'accident, c'est marche ou crève, et aux États-Unis, par exemple, y compris en cas d'urgence, pour être soigné, il faut être solvable. En France, l'histoire de la Sécu est une histoire de solidarité. Durant le 19e siècle, alors que les conditions de travail sont dures et les accidents nombreux, les travailleurs et leurs syndicats inventent les sociétés de secours mutuels. Par usine ou par corporation, chacun met une somme au pot commun pour venir en aide à l'un ou à l'autre en cas de difficulté. Dans les années 30, le gouvernement rend obligatoire l'assurance sociale pour les travailleurs de l'industrie et du commerce les plus mal payés. C'est en quelque sorte un filet de sécurité pour les plus fragiles. La Sécu telle que nous la connaissons aujourd'hui date de la Libération. Sous l'impulsion du Conseil national de la résistance, le principe retenu est d'offrir à tous une protection contre les aléas de la vie. Et ce principe est peu à peu mis en place jusqu'aux années 70. Concrètement, aujourd'hui, face à la maladie, la vieillesse, les risques professionnels comme les accidents ou les maladies liées au travail, mais aussi pour accompagner la venue d'un enfant, la sécurité sociale assure. Les salariés sont pris en charge dans le cadre de ce que l'on appelle le régime général. Ça représente 80% de la population. Les autres, comme les agriculteurs, les commerçants et les professions libérales, sont pris en charge par des régimes spécifiques. Les mutuelles et les retraites complémentaires complètent le dispositif. Depuis les années 80, l'ère du temps a changé et sous l'impulsion des économistes libéraux, la réduction de la dépense publique est devenue la préoccupation majeure. Les réformes se succèdent donc pour faire des économies, au risque d'affaiblir la couverture des assurés avec le déremboursement de médicaments, le recul de l'âge de la retraite, l'instauration de franchises comme l'euro non remboursé sur les consultations chez le médecin. Au final, est-ce qu'elle coûte si cher cette Sécu ? Son budget est important puisqu'il s'élève à 320 milliards d'euros en 2011 avec un déficit de 18 milliards d'euros. 18 milliards, est-ce que c'est beaucoup? Comparons par exemple avec les profits des entreprises du CAC 40. Profits qui en général vont engraisser les actionnaires. Ils s'élèvent en 2011 à 74 milliards d'euros. Alors que ces 74 milliards ne profitent qu'à quelques milliers de personnes au mieux, la Sécu assure chaque année l'hospitalisation de 20 millions de personnes, rembourse les médicaments de 39 millions de Français et verse 11,5 millions de retraites. En fait, on parle à tort de dépenses de sécurité sociale parce que ces retraites et ces indemnités sont immédiatement réinvesties dans l'économie et génèrent de l'emploi. Quant au déficit, étant donné que les cotisations sociales constituent 65% des ressources de la Sécu, si les salaires et les emplois augmentaient, les comptes redeviendraient mécaniquement positifs. Pour obtenir cela, il faut parvenir à réorienter les profits en direction de l'emploi, du travail et de l'activité, afin que les richesses produites bénéficient non plus à une minorité d'actionnaires, mais à tous et à toutes. Et on commence par un quiz sur l'une des questions fondamentales de l'expérience humaine. Quelle est la différence entre un homme et une femme? Alors non, ce ne sont pas les poils aux jambes. Non, ce n'est pas la rudesse des hommes et la grande sensibilité des femmes. Ce n'est pas non plus le fait que les filles jouent avec des poupées blondes synthétiques quand elles sont petites et que les garçons s'amusent avec des voitures puisqu'on connaît, en voilà une, des camionneuses de grand talent. Enfin, ce ne sont pas non plus les régimes amaigrissants d'avant l'été qui différencient les hommes des femmes puisqu'aujourd'hui tout le monde s'y met. Non, en fait, la différence tient en un chiffre, 25%. En France, en 2012, les femmes gagnent en moyenne 25% de moins que les hommes. Comment ça s'explique?
La principale raison, c'est que les femmes travaillent moins. Attention, entendons-nous bien, c'est le cas parce que trop souvent, on ne leur propose, pour ne pas dire impose, que des emplois à temps partiel. Pensons aux caissières de supermarché. Achetez mon poisson, il est bon. Vous connaissez beaucoup de gens qui ont envie de travailler 20 heures par semaine, 6 jours sur 7, un peu le matin, rien l'après-midi et le lendemain pareil, mais à des horaires différents? L'une des raisons de ce temps partiel imposé aux femmes, c'est qu'au début des années 90, les entreprises qui embauchaient des salariés à temps partiel recevaient des aides de l'État. Aujourd'hui, c'est devenu une habitude, notamment dans le commerce et l'industrie agroalimentaire, parce que des petits contrats de travail, c'est plus flexible pour l'employeur. Autre explication, les femmes gagnent 25% de moins que les hommes parce qu'elles travaillent majoritairement dans des secteurs où les salaires sont plus faibles, comme le social, les services à domicile ou la grande distribution. Enfin, la dernière explication est, comment dire, toute crue. Il s'agit ni plus ni moins que de discrimination. À poste, temps de travail et responsabilité égales, les femmes gagnent souvent moins que les hommes. Alors on n'est pas là pour faire le procès de la moitié de l'espèce contre l'autre, mais pour essayer de changer les choses. Quelques mesures simples permettraient de changer la donne. C'est le cas par exemple avec les primes de présence en vigueur dans de nombreuses entreprises. Elles sont accordées chaque année aux salariés qui n'ont pas été absents. Alors forcément, comme ce sont plutôt les mères que les pères qui s'occupent des enfants malades et qui prennent des temps partiels pour s'occuper de leurs enfants même quand ils ne sont pas malades, eh bien les femmes sont en général privées de primes. Même chose avec les promotions. Un grand nombre de dirigeants considèrent qu'un cadre ne doit jamais être absent. Du coup, plus on monte dans la hiérarchie, moins on trouve de femmes qui, c'est tout à fait incroyable, sont parfois absentes parce qu'elles sont enceintes. Comme si s'arrêter 4 mois pour cette raison changeait quoi que ce soit à la capacité de diriger et d'animer une équipe. Mais revenons aux petites choses qui pourraient changer la donne. En programmant les réunions uniquement avant 18 h, on permettrait aux femmes d'y participer plus facilement. Et notons que la mesure bénéficierait aussi aux hommes qui pourraient du coup, par exemple, participer à la réussite de leurs enfants ou de leur vie de couple. Du côté des pouvoirs publics, on ne peut pas dire les lois pour promouvoir l'égalité professionnelle ou la parité existent. La première date de 1972. Sauf que les sanctions pour non-respect de la loi ne sont jamais appliquées, en général à la demande des patrons, qui ont en effet toujours une bonne raison. Donc, pas forcément nécessaire de proposer une nouvelle loi. En revanche, ce serait pas mal d'éviter de faire passer des mesures qui aggravent la situation des femmes. C'est le cas de la réforme des retraites de 2010, qui impose aux gens qui ont des carrières incomplètes, c'est-à-dire avec des périodes d'interruption, de partir non plus à 65 mais à 67 ans. Or, qui s'arrête pour élever les enfants? Les femmes, qui se retrouvent à devoir du coup attendre 2 ans de plus pour une retraite souvent modeste. Et pour finir, le dernier lieu où l'on peut franchement instaurer l'égalité homme-femme, c'est la maison. Si on partage les courses, la vaisselle, le ménage, les devoirs des enfants, la grippe et même la varicelle, alors chacun peut mener plus facilement la carrière qu'il ou elle a envie de mener. Et pour finir, si on a besoin d'aide pour défendre l'égalité au travail, on peut toujours contacter FO. Dans chaque département, une ou un référent égalité spécialement formé sur ces questions se tient à votre disposition. N'hésitez pas. Bonjour Édouard Guerrero, vous êtes le secrétaire des syndicats Force ouvrière de Côte d'Or. Qu'est-ce qu'une TPE? Une TPE, c'est une très petite entreprise. Qu'est-ce que c'est qu'une très petite entreprise? C'est une entreprise de moins de 11 salariés. Et les entreprises de moins de 11 salariés, il y en a 12 000 à peu près dans le département de Côte d'Or. C'est 4 millions de salariés en France. Alors des TPE, on en retrouve dans quel secteur? Eh bien dans tous les secteurs, dans toutes les branches. Il y en a dans la branche alimentation, il y en a dans la branche métallurgie, dans la branche bâtiment, etc., etc. Les salariés qui travaillent dans ces TPE, qui sont-ils? C'est un graphiste, c'est un réparateur automobile, c'est un maçon, c'est un fleuriste,
c'est parfois la secrétaire de votre médecin ou de votre dentiste. C'est la collaborateur... Guerrero, pouvez-vous nous dire pourquoi on parle tant des TPE en 2012? Eh bien, on parle énormément des TPE en 2012 parce que justement, ces entreprises vont avoir des élections. Les salariés de ces entreprises, 4 millions en France, vont voter à la fin de l'année selon un calendrier très précis. Par exemple, le rappel du calendrier des opérations de vote sera le 10 septembre 2012, la publication de listes électorales, en rappelant que ces salariés vont voter sur des sigles, uniquement sur des sigles. On ne vote pas sur des personnes physiques. Ensuite, le 1er octobre 2012, date limite dépôt de recours et d'inscription. Le 3 au 23 novembre 2012, envoi du matériel électoral. Début du vote par correspondance. Le 28 novembre au 12 décembre 2012, ouverture du vote par Internet. Le 12 décembre, clôture de l'envoi des votes par correspondance. Et le 18 décembre, enfin, dépouillement et publication des résultats. Comme je viens de le dire, il y aura donc un vote par courrier ou par Internet. Édouard Guerrero, est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'intérêt pour les salariés des TPE d'aller voter en cette fin d'année 2012? Le grand intérêt. Alors d'abord, je voudrais rappeler les dates principales qui sont très importantes pour aller voter. Du 3 au 23 novembre 2012, c'est l'envoi du matériel électoral et le début du vote par correspondance. Donc le vote par correspondance sera ouvert entre le 3 et le 23 novembre 2012. Ensuite, du 28 novembre au 12 décembre 2012, ouverture du vote par Internet. Donc chaque salarié pourra voter par Internet à partir du 28 novembre jusqu'au 12 décembre. 12 décembre, clôture de l'envoi des votes par correspondance. Et le 18 décembre, ce sera le dépouillement et la publication des résultats. L'intérêt pour les salariés des TPE de voter à ces élections en 2012, c'est primordial pour eux. Pourquoi? Parce que les syndicats négocient dans toutes les branches de toutes les activités couvrant les très petites entreprises. On retrouve les très petites entreprises dans tous les secteurs. C'est la secrétaire médicale, c'est le charpentier dans le bâtiment, c'est la femme de ménage, c'est le soudeur, c'est l'esthéticienne, c'est votre dentiste, c'est peut-être votre plombier, votre fleuriste, hein, c'est le coiffeur par exemple, c'est le maçon, c'est le chauffagiste, etc., etc., c'est le vendeur de vêtements, c'est le plombier. Tous ces salariés de ces très petites entreprises ont intérêt à aller voter. Et puis l'intérêt, bien sûr, c'est d'avoir des informations sur leur convention collective. Édouard Guerrero, pouvez-vous nous dire pourquoi il faut voter pour Force ouvrière aux élections TPE 2012? Alors, les élections TPE 2012, Force ouvrière, nous avons une revendication particulière lors de ces élections. Par exemple, un 13e mois pour tous, une prime de transport pour tous, une prise en charge d'une mutuelle pour tous, accès à des activités sociales et culturelles, par exemple. Et puis, nous avançons des revendications telles que la revendication salariale. Alors, moi je conseille et je demande à tous les salariés des TPE qui le souhaitent de venir sur notre site de l'Union départementale FO de Côte d'Or, sur lequel ils auront les adresses, les liens pour aller sur le site national FO TPE, sur lequel ils trouveront toutes les informations sur toutes leurs branches, de toutes les activités, et ils pourront même y mettre des questions sur un forum. Édouard Guerrero, pouvez-vous nous dire pourquoi il faut voter pour Force ouvrière aux élections TPE 2012? Alors, les élections TPE 2012, Force ouvrière, nous avons une revendication particulière lors de ces élections. Par exemple, un 13e mois pour tous, une prime de transport pour tous, une prise en charge d'une mutuelle pour tous, accès à des activités sociales et culturelles, par exemple. Et puis, nous avançons des revendications telles que la revendication salariale. Alors, moi je conseille et je demande à tous les salariés des TPE qui le souhaitent de venir sur notre site de l'Union départementale FO de Côte d'Or, sur lequel ils auront les adresses, les liens pour aller sur le site national FO TPE, sur lequel ils trouveront toutes les informations sur toutes leurs branches, de toutes les activités, et ils pourront même y mettre des questions sur un forum. Édouard Guerrero, est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'intérêt pour les salariés des TPE d'aller voter en cette fin d'année 2012? Le grand intérêt. Alors d'abord, je voudrais rappeler les dates principales qui sont très importantes pour aller voter.
Du 3 au 23 novembre 2012, c'est l'envoi du matériel électoral et le début du vote par correspondance. Donc le vote par correspondance sera ouvert entre le 3 et le 23 novembre 2012. Ensuite, du 28 novembre au 12 décembre 2012, ouverture du vote par Internet. Donc chaque salarié pourra voter par Internet à partir du 28 novembre jusqu'au 12 décembre. 12 décembre, clôture de l'envoi des votes par correspondance. Et le 18 décembre, ce sera le dépouillement et la publication des résultats. L'intérêt pour les salariés des TPE de voter à ces élections en 2012, c'est primordial pour eux. Pourquoi? Parce que les syndicats négocient dans toutes les branches de toutes les activités couvrant les très petites entreprises. On retrouve les très petites entreprises dans tous les secteurs. C'est la secrétaire médicale, c'est le charpentier dans le bâtiment, c'est la femme de ménage, c'est le soudeur, c'est l'esthéticienne, c'est votre dentiste, c'est peut-être votre plombier, votre fleuriste, hein, c'est le coiffeur par exemple, c'est le maçon, c'est le chauffagiste, etc., etc., c'est le vendeur de vêtements, c'est le plombier. Tous ces salariés de ces très petites entreprises ont intérêt à les voter. Et puis l'intérêt, bien sûr, c'est d'avoir des informations sur leur convention collective. Édouard Guerrero, pouvez-vous nous dire pourquoi on parle tant des TPE en 2012? Eh bien, on parle énormément des TPE en 2012 parce que justement, ces entreprises vont avoir des élections. Les salariés de ces entreprises, 4 millions en France, vont voter à la fin de l'année selon un calendrier très précis. Par exemple, le rappel du calendrier des opérations de vote sera le 10 septembre 2012, la publication de listes électorales. En rappelant que ces salariés vont voter sur des sigles, uniquement sur des sigles. On ne vote pas sur des personnes physiques. Ensuite, le 1er octobre 2012, date limite dépôt de recours et d'inscription. Le 3 au 23 novembre 2012, envoi du matériel électoral. Début du vote par correspondance. Le 28 novembre au 12 décembre 2012, ouverture du vote par Internet. Le 12 décembre, clôture de l'envoi des votes par correspondance. Et le 18 décembre, enfin, dépouillement et publication des résultats. Comme je viens de le dire, il y aura donc un vote par courrier ou par Internet.